sommes à Rockford Bridge, un hameau rural situé à une centaine de kilomètres au nord-ouest d'Edmonton. Le matin du 3 mars 2005, 4 jeunes policiers de la GRC entrent dans le hangar de James Roscoe, un homme recherché pour recel de voitures volées et culture de cannabis. Ces gens-là n'étaient pas au front en Afghanistan. Ils étaient à Mayerthorpe pour aller arrêter un homme qui, oui, est dangereux, oui, a un passé criminel, non, ne devrait pas être armé, oui, leur a tendu un piège. Dans les secondes qui suivent, une intense fusillade éclate dans le hangar. À l'extérieur, un policier se précipite vers la scène. Soudain, un homme lourdement armé sort du hangar. Il tire sur le policier qui riposte aussitôt. Touché à la cuisse, l'homme retraite à l'intérieur, entraînant la jambe. Aucun policier ne ressortira vivant de ce hangar, car ce jour-là, ils avaient rendez-vous avec la mort. Des morts tragiques qui auraient pu être évitées. L'après-midi du 2 mars 2005, la veille du drame, 2 huissiers se présentent à la ferme de James Roscoe. Il vit seul dans sa roulotte sur sa ferme isolée à Rockford Bridge, non loin de la petite ville de Mayerthorpe en Alberta. Ce hangar-là, cette roulotte-là, c'est vraiment... c'est très rural comme endroit. C'est pratiquement un bois autour, là. C'est dans un champ avec des arbres autour, là. Les huissiers ont le mandat de saisir sa camionnette pour défaut de paiement. Mais comme Roscoe a très mauvaise réputation, ils ont tenu à être 2 pour exercer ce mandat. Cet homme connaissait Roscoe. Il a demandé à Mark Nathew, un ami, de l'accompagner. Je l'ai rencontré, Mark. Il ressemble à un joueur de football, il est énorme. Mais un cadenas les empêche d'entrer. La ferme de Roscoe ressemblait à une place fortifiée. Il y avait une double clôture avec, du côté extérieur, un gros cadenas. Donc, on ne pouvait pas entrer. Les huissiers aperçoivent Roscoe un peu plus loin, qui fait mine de les ignorer. L'un d'eux klaxonne pour attirer son attention. Pour toute réponse, Roscoe détache ses chiens, 2 énormes rottweilers, qui foncent sur eux en aboyant furieusement. Les 2 hommes, craignant pour leur sécurité, décident d'appeler la GRC. Les policiers leur disent alors de ne pas tenter d'entrer sur la propriété, car Roscoe peut être agressif, mais plutôt d'attendre leur arrivée. James Roscoe est bien connu de la police. Dans la région, c'est un homme qu'on évite. Personne ne peut entrer chez lui sous peine de se faire tirer dessus, comme l'indique clairement un écriteau à l'entrée. Roscoe était vraiment pas un enfant de cœur. Il a eu des condamnations, il a fait de la prison. Les gens avaient peur du personnage. Personne n'osait s'aventurer chez lui. Il avait eu aussi plusieurs prises de bec avec des gens venus pour le recensement ou pour vérifier ses lignes électriques ou qui faisaient des travaux autour de sa propriété. Il avait un tapis clouté pour crever les pneus des gens. Il les menaçait. À 46 ans, James Roscoe a déjà 6 condamnations à son actif. Il a été condamné entre autres pour vol, recel et cambriolage, ainsi que pour harcèlement téléphonique auprès de membres de la GRC. James Roscoe était un être asocial. C'était un prédateur sexuel. Il était paranoïaque. Il causait des problèmes à ses voisins. Il en causait même à sa famille depuis des années. En 1994, il est arrêté pour de multiples agressions sexuelles sur un mineur. Il avait passé 2 ans et demi en prison pour agression sexuelle sur quelqu'un de sa parenté, un homme. Et on le soupçonnait d'avoir agressé sexuellement beaucoup de jeunes hommes dans la région. 3 ans plus tard, en 1997, Roscoe cible une autre victime. Dale Mindus était un jeune métis. Et Roscoe était très attiré par lui. Mais durant des mois, Dale Mindus refusera catégoriquement les avances sexuelles de Roscoe. Ne pouvant plus supporter de voir Mindus harceler sans cesse, son beau-frère s'en mêlera et donnera une sévère raclée à Roscoe. Ce dernier décidera de le poursuivre en justice.
Dale Mindus devait témoigner contre Roscoe, mais en février 98, son cadavre sera retrouvé au bas d'un escalier. Dale Mindus est mort d'importantes blessures à la tête. Les policiers ont fait une enquête vraiment très sommaire. Ils ont conclu qu'il avait trébuché sur les marches pour se retrouver au fond de la cage d'escalier. Écoutez, j'ai vu l'endroit et plusieurs d'entre nous sont déjà tombés beaucoup plus mal que ça sans se blesser sérieusement. Mindus avait de très graves blessures à la tête qui auraient correspondu à celles qu'une arme peut infliger. Pourtant, même si Roscoe avait un motif pour le tuer, même si les circonstances de sa mort étaient suspectes, ça n'a pas convaincu la GRC d'ouvrir une enquête pour homicide. Roscoe l'a peut-être tué, mais il s'en est tiré. C'est donc à cet homme violent et agressif que les huissiers ont affaire en ce 2 mars 2005. Devant la grille de la ferme de Roscoe, ils attendent l'arrivée des policiers de la GRC afin de pouvoir saisir sa camionnette. Mais Roscoe n'a aucune intention de les laisser faire. Tandis que ses chiens montent la garde devant l'entrée, il glisse un pistolet Beretta dans sa ceinture, monte dans sa camionnette et se dirige vers une autre sortie située sur le côté de la propriété. En passant près des huissiers, il leur fait un doigt d'honneur en leur criant une obscénité. Dans les minutes qui suivent, 4 policiers de la GRC, à bord de 2 autopatrouilles, arrivent sur les lieux. Constatant que Roscoe s'est enfui, le caporal Martin, l'officier responsable, lance contre lui un avis de recherche sur les ondes radio de la police. James Roscoe, à bord de sa camionnette blanche, tente de joindre sa mère, mais celle-ci est absente. Il appelle également chez sa tante à 2 reprises. Il est anxieux. Accompagnés des 4 policiers, les huissiers décident alors d'entrer sur la propriété. Mais comme le cadenas est impossible à forcer, le caporal Martin demande à l'un de ses hommes d'aller chercher des pinces. Quelques minutes plus tard, on parvient enfin à ouvrir la grille. Les policiers aspergent les chiens de gaz poivre et les enferment dans une petite remise. Les huissiers entrent alors sur la propriété. Les policiers demeurent sur leur garde car James Roscoe pourrait toujours revenir à l'improviste. Une policière, Julie Lattelle, a dégainé. Ce qui indique qu'elle savait qu'elle n'avait pas affaire à un simple petit voleur de voiture. Dans le hangar, les policiers remarquent de nombreuses pièces d'automobile éparpillées tout autour. Il y a là entre autres une camionnette amputée de ses portières, ainsi que des pièces détachées de voitures. Manifestement, on a affaire à des objets volés destinés à être revendus sur le marché noir. De plus, au fond du hangar, les policiers découvrent une importante plantation de cannabis. Après 10 minutes, le caporal Martin demande à tout le monde de sortir. Car avant de procéder à une fouille en bonne et due forme, il doit absolument se procurer un mandat de perquisition. Ça soulève un aspect juridique intéressant. Que serait-il arrivé si James Roscoe était tout simplement revenu en disant « Qu'est-ce que vous faites sur ma propriété ?» De fait, techniquement, la police procédait à une fouille illégale, ce qu'il aurait pu utiliser pour sa défense lors d'une poursuite ultérieure. Vers 16 h, le caporal Martin retourne à Mayerthorpe, à une vingtaine de kilomètres de là, afin d'obtenir un mandat de perquisition. 15 minutes plus tard, un policier lancé à la recherche de James Roscoe rencontre un groupe de géologues qui prend des relevés sismiques. Comme ils ont un hélicoptère, ils communiquent avec le caporal Martin pour pouvoir le réquisitionner. Mais puisque cet hélicoptère et son pilote coûteraient 900 $ de l'heure, le caporal Martin décide de s'en passer. Durant ce temps, Roscoe fait coup sur coup 5 appels à des amis pour trouver un endroit où cacher sa camionnette. Au cours des 2 heures suivantes, on signalera la présence possible de James Roscoe à plusieurs endroits. Mais après vérification, toutes ces pistes se révéleront fausses. Les huissiers, de leur côté, incapables de remettre leur mandat de saisie en main propre, l'ont collé sur la porte de la roulotte.
Vers 18h30, il décide de s'en aller, jugeant très peu probable que James Roscoe revienne sur sa ferme dans les heures qui suivent. La suite des événements allait démontrer qu'il se trompait lourdement. Lorsque les huissiers se sont présentés chez lui pour saisir sa camionnette, James Roscoe a lâché ses chiens contre eux et s'est enfui. Les policiers appelés à la rescousse ont découvert dans son hangar de nombreuses pièces d'automobiles volées, ainsi que des plants de cannabis. En début de soirée à Mayerthorpe, le caporal Martin finit de remplir sa demande de mandat de perquisition. En consultant le dossier criminel de James Roscoe, il note que ce dernier est toujours sous l'interdiction de posséder une arme à feu, une condition expresse de sa remise en liberté. Vers 8 heures, le caporal Martin obtient enfin son mandat de perquisition qui est valide 24 heures. Il contacte alors à Edmonton le Green Team, la brigade antidrogue, et leur demande de se rendre sur les lieux. Comme tous les efforts pour retrouver James Roscoe et sa camionnette se sont jusqu'à maintenant révélés infructueux, un avis de recherche est alors lancé à travers la province. Durant ce temps, James Roscoe, toujours en fuite, parvient enfin à rejoindre sa mère, qui vient tout juste de rentrer. Il lui explique alors que la police essaie de lui saisir sa camionnette et qu'il veut la cacher chez elle. Sa mère refuse. En désespoir de cause, Roscoe appelle alors Sean Hennessy, un homme qui l'aide à faire pousser son cannabis. Il le rejoint à son travail. Il a aussi demandé à Sean Hennessy s'il pouvait cacher sa camionnette chez lui. Et Sean lui aussi a dit non. Sauf que cette fois-là, il n'était pas question pour Roscoe d'accepter une réponse négative. Il s'est rendu à la maison de Sean. Sa femme avait peur. Un homme se présente à la porte, il est dans tous ses états, il a un pistolet à la ceinture. Elle ne l'a pas laissé entrer. Il a dû rester dehors. Et puis, elle appelle son mari pour lui dire « Il est ici ». Et lui, il a répondu « Ne le laisse pas entrer, j'arrive tout de suite ». Au même moment, le caporal Martin est de retour sur la ferme de James Roscoe avec son mandat de perquisition. Avant de fouiller la propriété, les policiers sécurisent les lieux pour s'assurer que personne ne s'y cache. Ils pénètrent dans la roulotte puis dans le hangar avec précaution, armes au poing et protégés par leur gilet pare-balles. Enfin persuadés que tout danger est écarté, ils commencent leur fouille. Sur place, ils découvrent des plants de cannabis aux 2 endroits. Ils en dénombrent 192 en tout, plus 88 autres plants qui ont été mis à sécher. Dans le hangar, en plus des nombreuses pièces d'automobiles qu'ils avaient déjà vues plus tôt, les policiers trouvent d'autres objets volés, dont une motocyclette, un véhicule tout-terrain, ainsi qu'une grosse génératrice de chantier. Devant le nombre impressionnant de pièces détachées de voitures qui se trouvent dans le hangar, on fait appel à l'escouade des vols d'auto de la GRC, basée à Edmonton, pour inventorier toutes ces pièces et déterminer leur provenance. On fait aussi venir une remorqueuse pour transporter au poste de police de Mayerthorpe les véhicules qui n'ont pas été démantelés. Lors de leur recherche, les policiers trouvent également dans la roulotte de James Roscoe une carabine de calibre 308 et des munitions, ce qui contrevient à ses conditions de remise en liberté. Mais ils vont faire une découverte encore plus inquiétante. Il y a une liste de tous les agents de la GRC de Mayerthorpe. Donc, on se rend compte qu'effectivement, c'est un personnage qui est dangereux et puis qui a peut-être même plus que ce qu'on pensait. Sur cette liste, en plus des noms des agents de la région de Mayerthorpe, on retrouve les numéros de plaques d'immatriculation de leurs voitures de patrouille et leurs numéros de téléphone cellulaire. C'est pas pour rien qu'il y avait la liste des policiers chez lui, là. Certains disaient même qu'il voulait abattre le plus de policiers possible durant sa vie. Pendant ce temps, au téléphone, Roscoe demande à sa mère de convaincre sa sœur de lui laisser cacher sa camionnette chez elle. Avant de raccrocher, il lui demande de prier pour lui. Le relevé de ses appels téléphoniques nous apprend qu'il a fait plusieurs appels ce soir-là, et tout particulièrement à sa mère. On sait par ces gens-là qu'il semblait désespéré.
Il leur a dit qu'il avait fait son testament, qu'il avait de gros ennuis. Il leur a demandé de prier pour lui. C'était un homme qui s'attendait à mourir. Vers 21h30, Sean Hennessy arrive chez lui. Sean est arrivé chez lui. Ses deux jeunes enfants étaient à la maison et Roscoe était dehors qui l'attendait. Sean l'a fait entrer et Roscoe lui a demandé de l'aider à se débarrasser de sa camionnette et aussi de lui prêter une arme. Sean avait la carabine de son grand-père, qu'il avait déjà prêtée à Roscoe parce qu'il avait un problème avec des ours. Pour justifier cet emprunt, Roscoe explique qu'il veut mettre le feu à son hangar pour détruire les plants de cannabis et faire disparaître les pièces à conviction. Roscoe leur a dit qu'il avait de très gros ennuis parce qu'ils avaient découvert sa culture de marijuana et que son intention était de mettre le feu pour tout faire brûler. Il avait besoin de la carabine parce qu'il voulait tirer sur un réservoir d'essence pour mettre le feu. Je ne sais pas si ça aurait marché, mais il était fou, il était désespéré. Il pensait qu'en tirant des balles dans un réservoir d'essence, il pourrait incendier la grange et toute la marijuana qui s'y trouvait. C'est ce qu'il a dit à Sean Hennessy. James Roscoe reçoit alors un appel de sa mère lui disant que sa tante accepte finalement qu'il aille cacher sa camionnette chez elle. Il y a un peu de difficulté à convaincre sa famille de cacher tout ça parce que, bien sûr, on connaît le personnage aussi. On sait que c'est un homme qui est dangereux en soi, puis qui peut avoir qui a un passé criminel. Roscoe demande aussitôt à Sean Hennessy de le suivre dans sa voiture jusque chez sa tante, à une 60aine de kilomètres de là, afin de le ramener lorsqu'il aura caché sa camionnette. Hennessy, qui ne veut pas rester seul avec Roscoe, demande alors à son beau-frère, Dennis Cheeseman, de se joindre à eux. Je tiens l'histoire de Sean Hennessy lui-même. Il n'avait qu'une idée en tête. Il faut qu'il sorte d'ici. Qu'est-ce que je peux faire pour que cet homme s'en aille, loin de chez nous, de ma femme et de mes enfants? Bon, il veut la carabine de mon grand-père, la voilà. Il veut que je le suive pour qu'il aille cacher sa camionnette volée ailleurs? Très bien, du moment qu'il sort d'ici. C'est un réflexe vieux comme le monde. Les animaux font la même chose. Ils s'éloignent de leur nid pour vous éloigner de leur progéniture. C'est ce que Sean a fait. Un peu avant minuit, l'équipe antidrogue, le Green Team, arrive sur les lieux en provenance d'Edmonton. Ils en auront pour une bonne partie de la nuit à saisir tous les plants qui sont sur place. Pour bien signifier leur présence et par mesure de sécurité, ils laisseront les gyrophares de leur voiture allumés. Mais, tragique ironie du sort, ces lumières dans la nuit allaient agir comme un phare et guider James Roscoe directement jusque chez lui. Les policiers ont perquisitionné la ferme de James Roscoe et y ont trouvé des pièces d'auto volées et des plants de cannabis. Quant à Roscoe, qui s'est enfui au volant de sa camionnette, il demeure introuvable. Tandis que le Green Team continue son travail, James Roscoe approche du domicile de sa tante. Sean Hennessy et Dennis Cheeseman le suivent en voiture. James Roscoe est furieux. À l'exception de sa camionnette qu'il va pouvoir cacher temporairement, il a tout perdu. Il a investi beaucoup de temps et d'argent dans sa plantation de cannabis, car elle devait lui rapporter gros, entre 66 000 et 117 000 $. Et c'est sans compter la revente des pièces de véhicules volés. Mais maintenant qu'il est recherché, il sait que les policiers vont tout découvrir et que les accusations vont pleuvoir contre lui. Arrivé chez sa tante, Roscoe fait signe à ses deux complices de l'attendre pendant qu'il va stationner sa camionnette. Ces derniers discutent alors brièvement de la possibilité de s'en aller sans lui. Mais ils rejettent finalement cette idée. Quelques instants plus tard, les trois hommes reprennent la route. En empruntant des routes secondaires, ils se rapprochent de la ferme de Roscoe. Ils s'arrêtent à environ 2 kilomètres à l'arrière de la ferme. Au loin, on voit les gyrophares des autopatrouilles qui illuminent la nuit. James Roscoe descend de la voiture et laisse partir ses complices. Il a prévu le coup. Il est très, très bien habillé. Je pense qu'il y a 5 couches de vêtements sur lui.
Il a mis des chaussettes par-dessus ses bottes pour pas laisser de traces dans la neige. Une neige qui est très fine parce que c'est pas humide du tout. Donc, il sait très bien qu'il doit affronter le froid pour se rendre jusque chez lui. Alors, il va marcher jusqu'à arriver tout près de son hangar et de sa roulotte. Mais là, il sait qu'il doit attendre l'aube parce que dans le noir, il connaît sa maison, il connaît sa propriété. Il y a des lumières qui vont s'allumer avec un détecteur de mouvement. Donc, il va patienter là, dans le froid. Durant ce temps, le Green Team continue son travail à l'intérieur de la roulotte et du hangar. Ils doivent entre autres photographier et cataloguer tous les plants de cannabis saisis et fouiller la propriété de fond en comble pour s'assurer de ne rien laisser derrière eux. Quelques heures plus tard, l'équipe du Green Team avise le caporal Martin qu'ils auront terminé leur travail bien avant le lever du jour. Or, l'équipe spécialisée en vol d'auto ne doit arriver d'Edmonton qu'au matin. Pour ne pas laisser l'endroit sans surveillance, il faudra donc que des policiers demeurent sur place pour monter la garde. Le caporal Martin appelle donc 2 de ses hommes et leur demande de venir le rejoindre sur les lieux. L'agent Anthony Gordon arrive vers 2h30, suivi peu après de Leo Johnston. Vers 3 heures du matin, il ne restait pratiquement plus rien. Un policier a d'ailleurs demandé pourquoi il n'était pas parti à ce moment-là, en mettant tout simplement du ruban jaune de police autour de la grange. Si jamais Roscoe était revenu et avait fait ce qu'il avait dit qu'il ferait, c'est-à-dire incendier sa grange, toutes les preuves avaient déjà été retirées de toute façon, et ils auraient pu l'accuser d'incendie criminel. Si quelqu'un traverse un cordon de police, vous pouvez l'accuser, c'est aussi simple que ça. Vers 3 heures, les membres du Green Team quittent les lieux, suivis peu après du caporal Martin. Les agents Gordon et Johnston sont donc les seuls à demeurer sur place. Ils s'installent alors dans leurs autopatrouilles en vue d'y passer le reste de la nuit, sans se douter que James Roscoe les épie. Les preuves avaient été retirées. Roscoe était introuvable. Ils étaient des cibles faciles parce que, comme on le sait maintenant, Roscoe, il était là, dans le champ, à les épier dans le noir. Pour James Roscoe, le temps était enfin venu de régler ses comptes une fois pour toutes. Quelques heures plus tard, James Roscoe allait réussir à prendre en embuscade 4 jeunes agents de la GRC qui, sans s'en douter, avaient déjà rendez-vous avec la mort. James Roscoe, recherché pour recel de voitures volées et culture de cannabis, s'est enfui de sa ferme avant d'y revenir sans être vu pour tendre un guet-apens aux policiers qui sont sur les lieux. 3 mars au matin, James Roscoe, toujours à l'affût, attend le moment propice pour se faufiler dans son hangar. Toute la nuit, il a entendu ses chiens aboyer. Les chiens n'arrêtent pas d'aboyer. Roscoe est là, dehors, sur sa ferme. Toute la nuit, il entend ses chiens gémir. Ces chiens qu'il adore. Ils ont faim, ils ont peur, et toute la nuit, il les écoute hurler sans rien pouvoir faire. Vers 7h15, alors que seuls les agents Gordon et Johnston montent la garde dans leur autopatrouille, Roscoe met son plan à exécution. Il fait jour maintenant. Roscoe peut voir ce qui se passe. Il sait qu'il y a 2 policiers sur place. Il va se faufiler dans son hangar, il va se mettre dans un coin du hangar et il va attendre. Il est armé, il est dans un coin, puis il se dit un jour ils vont entrer. Est-ce qu'il pense déjà les abattre? On peut se poser la question. Durant ce temps à Mayerthorpe, les agents Brock Myrtle et Peter Sheeman s'arrêtent chez un vétérinaire acheter des sédatifs destinés à endormir les 2 Rottweilers de Roscoe. Le caporal Martin, qui est responsable de l'opération, se met alors en route pour se rendre à la ferme. En chemin, il appelle Leo Johnston, l'un des 2 agents qui ont passé toute la nuit sur place, pour avoir des nouvelles. Ce dernier lui répond qu'il n'y a rien à signaler et que personne ne s'est approché de la ferme durant la nuit. Vers 9h30, les agents Brock Myrtle et Peter Sheeman se présentent à la ferme avec le sédatif pour les chiens.
l'agent Sheeman doit se rendre à Edmonton acheter du matériel pour le département de police. Comme il a accepté de faire un détour pour conduire l'agent Myrtle à la ferme de Roscoe, il est habillé en civil. Peter Sheeman n'était même pas censé être là. Comme il devait se rendre à Edmonton pour affaires, il n'avait pas son arme. Il n'avait pas sa veste anti-balles. Il était en civil. Quant à l'agent Brock Myrtle, cette mission est une de ses premières, puisqu'il vient tout juste d'être reçu policier. Brock Myrtle, lui, venait de sortir du centre de formation de la GRC en Saskatchewan. Il n'était policier que depuis 3 semaines environ. Quand ils sont arrivés sur les lieux, je pense qu'ils étaient tous les deux très intéressés à enquêter sur une affaire de drogue. Peter Sheeman venait de terminer un cours sur les enquêtes en matière de drogue à Toronto et il souhaitait orienter sa carrière de ce côté-là. Ici, il pouvait voir de près une véritable culture de marijuana et tous les deux, ils ne voulaient surtout pas manquer ça. Peu après leur arrivée à la ferme, les policiers mélangent les sédatifs à de la viande pour endormir les chiens. Donc, quand ils sont arrivés, les 4 policiers se sont approchés de l'endroit où les chiens avaient été enfermés, dans la petite cabane. 2 d'entre eux sont montés sur le toit. Ils ont arraché une planche et jeté la viande à l'intérieur. Les chiens l'ont mangé et ils se sont endormis. Puis les 2 policiers spécialisés dans les vols de voitures arrivent d'Edmonton pour inventorier les pièces de voitures volées. Ils sortent leur équipement et commencent à enfiler leurs vêtements de travail. Une fois les chiens endormis, les agents Johnston, Gordon, Myrtle et Sheeman se dirigent vers le hangar en bavardant. Il est 10 heures. À part l'agent Sheeman qui est en habit civil, tous portent leur gilet pare-balles réglementaire. Ils savent très bien qu'en principe, Roscoe n'est pas là. Donc, ils entrent dans le hangar sans se méfier finalement, sans avoir l'arme au bout de la main, sans surveiller autour, parce que d'après eux, ça a été sécurisé et l'homme n'est pas là, ils l'ont pas vu passer, ils ont gardé la propriété toute la nuit. Les 4 policiers s'engouffrent à l'intérieur. Comme ils sont à contre-jour, ils ne peuvent pas bien voir dans le hangar. James Roscoe, qui s'est caché tout près de la porte derrière un gros réservoir, laisse tranquillement les policiers s'avancer plus loin dans le hangar. Puis, avec sa carabine 308 semi-automatique, il vise le dernier policier qui lui fait dos et tire 2 fois. L'agent Gordon s'écroule au sol sans même avoir eu le temps de sortir son arme. L'agent Sheeman, qui est habillé en civil et qui n'a pas d'arme, tente de se sauver. Roscoe, sans attendre, l'abat à son tour. L'agent Johnston réagit instinctivement et dégaine son arme. Leo Johnston était le policier le plus expérimenté. Il était passionné par son métier. C'était aussi un tireur d'élite. Et d'après ceux qu'il connaissait, il faisait ce qu'il fallait pour le demeurer. Il était constamment au champ de tir. S'il en avait eu la chance, il aurait pu mettre fin à tout ça très rapidement. À l'extérieur, les 2 policiers de l'escouade des vols d'auto, les agents Hoogstraat et Vigor, viennent brusquement de réaliser qu'une fusillade est en train de se dérouler. Ils ont entendu des cris, puis une série de détonations, et là, ils ont réalisé que c'était des coups de feu. Ils ont fait, je crois, ce que ferait tout bon policier. Ils se sont mis à courir en direction du bruit. Dans le hangar, l'agent Johnston tire et atteint Roscoe à l'abdomen. Et alors, la chose la plus inhabituelle, la plus singulière et la plus tragique s'est produite. Une coïncidence inimaginable. La balle tirée par Johnston était un coup parfait, en plein dans l'abdomen, au centre de la cible comme à l'entraînement. Sauf qu'elle a frappé directement le pistolet que James Roscoe portait à la ceinture. Roscoe en a perdu le souffle, la balle s'est fragmentée et des éclats l'ont blessé au visage. Leo Johnston tire à nouveau, mais son arme s'enraye. On sait que pour une raison étrange, la douille ne s'est pas éjectée correctement
ce qui a empêché Johnston de tirer à nouveau. Son premier coup était parfait, en plein centre de la cible. La même coïncidence ne se serait pas produite 2 fois. J'en suis convaincu. Il ne se serait écoulé qu'une fraction de seconde entre les 2 coups et Roscoe aurait été abattu. À l'extérieur, l'agent Weger crie à son collègue d'appeler des renforts. Ce dernier retraite aussitôt vers sa voiture, tandis que l'agent Weger continue d'avancer vers le hangar pour aller s'abriter derrière une des autopatrouilles. Au même moment, l'agent Myrtle se met à courir vers le fond du hangar pour se mettre à l'abri. En se retournant, il tire à l'aveuglette et rate la cible. James Roscoe riposte et l'abat de 2 coups de fusil. L'agent Johnston, dont l'arme est enrayée, tente alors de fuir par la porte avant. Mais Roscoe se retourne et l'atteint 3 fois. À l'extérieur, l'agent Weger voit soudainement James Roscoe sortir du hangar. Il tient en main son puissant fusil d'assaut de calibre 308. En l'espace d'1 seconde, Roscoe semble très surpris, ne s'attendant pas à se trouver en face d'un autre policier. Puis d'un geste vif, il tire 2 fois en direction de ce dernier. L'agent Weger riposte aussitôt. Weger est un membre aguerri de l'équipe d'intervention d'urgence. C'est un bon tireur. Il a riposté en tirant 2 fois sur Roscoe. Une balle lui a traversé la main et l'autre s'est logée dans sa cuisse. Il lui a fracturé le fémur. L'agent Weger sait qu'il a touché Roscoe, sans toutefois connaître la gravité de ses blessures. Prudent, il reste un moment accroupi près de la portière de l'autopatrouille. À l'intérieur, Roscoe saigne abondamment. Il sait qu'il est grièvement blessé et que sa fuite est désormais impossible. Réalisant alors que la partie est jouée, Roscoe appuie sa carabine contre sa poitrine et tire. La balle le projette brutalement vers l'arrière et il s'affaisse, assis, sur le plancher de son hangar, avant de glisser lentement au sol, mort. Il aurait fallu peu de choses pourtant pour que ce terrible drame, la pire tuerie de toute l'histoire de la GRC au Canada, ait pu être évité. James Roscoe, après avoir abattu 4 policiers à qui il avait tendu une embuscade, a préféré se suicider plutôt que de se rendre. À l'extérieur du hangar, les 2 policiers demeurent à l'affût. Ils voudraient bien aller porter secours à leurs collègues, surtout qu'ils peuvent apercevoir la jambe de l'un d'entre eux près de la porte, mais ils ne savent pas que James Roscoe est mort. En fait, ils n'ont jamais entendu le coup de feu fatal, parce que Roscoe s'est tiré à bout touchant dans la poitrine, ses vêtements agissant alors un peu comme le ferait un silencieux. Ce n'est que 2 heures plus tard, vers midi, que les renforts et les équipes de secours arrivent. Mais comme on ne sait pas si Roscoe est mort ou non, personne n'ose s'aventurer dans le hangar. Et 2 autres heures se sont écoulées avant qu'il n'entre pour aller voir ce qui s'était passé. 4 heures en tout, entre les 2 premières détonations et le moment où les policiers sont entrés pour procéder à une évaluation complète. Ils ont d'ailleurs pris plus d'1 heure pour envoyer une caméra vidéo robotisée à l'intérieur pour bien examiner la situation. Un élément très intéressant de toute l'affaire est que la vidéo prise par le robot n'a jamais été diffusée publiquement. Pourtant, je pense que cette vidéo pourrait nous en apprendre beaucoup. En tout cas, ça pourrait clarifier bien des choses qui demeurent encore pour le moins mystérieuses. Lorsque les policiers ont enfin la certitude que tout danger est écarté, ils entrent dans le hangar pour s'apercevoir que personne n'a survécu. Pourtant, avec un peu de chance, ce terrible drame aurait pu être évité. À ce moment-là, on sait qui est James Roscoe. On connaît sa réputation, mais on ne sait pas où il se trouve. Ça, c'est un cocktail inquiétant. Parce qu'on sait qu'il est comme un chien enragé,
qu'il a une arme, qu'il aime s'en servir et qu'il est là autour quelque part. Quelques minutes à peine après que James Roscoe se soit enfui avec sa camionnette, il aurait peut-être été possible de le retrouver si on avait réquisitionné l'hélicoptère des géologues qui effectuaient des relevés sismiques. Mais le caporal Martin a décidé de ne pas engager cette coûteuse dépense parce qu'à ce moment-là, le mandat de perquisition n'était pas encore rédigé et qu'aucune accusation criminelle n'avait encore été portée contre James Roscoe. Également, la situation aurait pu être différente si James Roscoe avait décidé de rentrer chez lui au moment où les policiers commençaient à fouiller sa propriété. Que serait-il arrivé si James Roscoe était tout simplement revenu en disant « Qu'est-ce que vous faites sur ma propriété ?» De fait, techniquement, la police procédait à une fouille illégale. Puis dans la soirée du 2 mars, lorsque Roscoe est allé stationner sa camionnette chez sa tante, si Sean Hennessy et Dennis Cheeseman avaient laissé Roscoe sur place, jamais ce dernier n'aurait pu retourner seul chez lui, à 60 km de là, sans se faire remarquer. De plus, Sean Hennessy et Dennis Cheeseman ont eu toute la nuit pour prévenir les policiers que James Roscoe était de retour chez lui, armé jusqu'aux dents. Ils ont brièvement discuté dans leur voiture en retournant. J'ai assez de problèmes avec ce type-là. Rentrons à la maison et oublions tout ça. Le matin du drame, lorsque les 4 policiers se sont dirigés vers le hangar, l'un d'entre eux, l'agent Peter Sheeman, était habillé en civil parce qu'il devait aller faire des courses à Edmonton un peu plus tard. Et sans armes et n'a rien pu faire pour se défendre. Qu'est-ce que Peter Sheeman faisait là? D'accord, c'est un bon policier, et il a fait un peu de zèle en voulant enquêter sur cette histoire de drogue. Mais un patron, un de ses supérieurs aurait pu lui dire « Non, Peter, tu as d'autres choses à faire, tu pourras revenir plus tard. » En tout cas, il n'aurait jamais fallu qu'il se présente là sans armes, alors que personne ne savait où était James Roscoe. De plus, les gilets pare-balles que portaient les 3 autres agents n'ont pas pu résister aux tirs de puissantes armes d'épaule comme celles que possédait James Roscoe. Depuis ce drame, des gilets pare-balles d'une qualité supérieure ont été mis à la disposition des policiers. Lors de la fusillade, 2 terribles coïncidences ont empêché l'agent Leo Johnston d'abattre James Roscoe. D'abord, son premier tir a dévié sur la crosse du pistolet que Roscoe portait à la ceinture, ne le blessant que superficiellement. Et son deuxième tir n'est jamais venu puisque son arme s'est enrayée. On sait que pour une raison étrange, la douille ne s'est pas éjectée correctement, ce qui a empêché Johnston de tirer à nouveau. Mais pourquoi ne s'est-elle pas éjectée correctement? L'arme avait-elle un défaut? Il y avait quelque chose qui clochait avec cette arme? J'ai discuté avec des policiers d'autres unités des armes que la GRC utilise. Ils s'en moquent. Ils disent que ce sont des armes médiocres. J'aimerais bien en savoir plus à ce sujet. Mais ça ne sera jamais possible parce que personne n'a pris cette histoire assez au sérieux pour ouvrir une enquête. Les 4 agents qui sont entrés dans le hangar avaient peu d'expérience et n'étaient pas préparés à faire face à une embuscade. Peter Sheeman était dans la GRC depuis 4 ans et 3 mois. Leo Johnston depuis 3 ans et 10 mois. Anthony Gordon depuis 2 ans et 4 mois. Et Brock Myrtle depuis 3 semaines. De plus, aucun officier supérieur n'était sur place. Et jamais personne n'a sérieusement envisagé que James Roscoe puisse revenir chez lui. Ça a été beaucoup questionné, ça aussi, le fait que ces 4 jeunes-là étaient ensemble, qu'il y en avait un qui n'était pas en service, ou en tout cas qui ne devait pas être là, qui étaient des policiers avec à peu près pas d'expérience sur le terrain et qui semblaient pas être au courant, justement, du fait que Roscoe était dangereux. Et clairement, on a questionné beaucoup jusqu'à quel point ces 4 agents-là auraient dû se retrouver là, seuls sur cette propriété-là, à attendre un criminel comme James Roscoe, finalement. Je pense malheureusement qu'ils étaient tellement emballés de l'avoir coincé avec cette histoire de drogue qu'ils ont oublié pendant quelques instants fatidiques à qui ils avaient affaire.
et que personne ne lui avait encore passé les menottes. Tout ce qu'ils avaient, c'était des preuves qui allaient leur permettre de le coffrer pour un bon bout de temps. Mais ils ont oublié que comme une bête aux abois, il demeurait très dangereux, et ce, jusqu'à ce qu'ils l'arrêtent, ce qui n'avait pas été le cas. À Edmonton, cette tragédie a bouleversé des milliers de personnes. Les 4 agents de la GRC ont eu droit à des funérailles grandioses. Il y a eu, avant la cérémonie en tant que telle, bien sûr, un immense cortège dans les rues d'Edmonton avec des milliers de policiers. Gens de la GRC, bien sûr, mais des policiers de différents corps du pays, de l'Alberta, mais aussi des Américains. Donc, je me souviens de cet immense cortège qui s'est promené dans les rues d'Edmonton autour de l'université où se passait la grande cérémonie. Je me souviens aussi, c'est une longue cérémonie, une cérémonie très touchante, parce que, bien sûr, ces 4 jeunes personnes, 4 jeunes hommes qui ont perdu la vie en service. Donc, il y avait les proches de ces gens-là qui étaient là. Il y avait les 4 photos alignées une à côté de l'autre. Et il y avait surtout les 4 Stetson, les 4 chapeaux des policiers, l'emblème finalement de la GRC. C'est la GRC qui, partout au Canada, sauf au Québec, s'occupe des petites villes et des communautés rurales. Au Canada, c'est la GRC qui maintient l'ordre dans ces endroits. Le problème, fondamentalement, ce n'est pas que Mayor Thorpe soit plus dangereuse que Montréal ou Toronto, mais c'est que les policiers qu'on envoie travailler dans ces endroits-là ne reçoivent pas un appui adéquat de la population. C'est ce qui rend probablement leur travail plus dangereux que celui d'un policier qui travaille dans une grande ville. Le taux de criminalité est peut-être plus bas en région, mais la capacité de combattre le crime y est compromise. 4 statues des agents morts en service ont été érigées à leur mémoire à Mayor Thorpe. Les 2 complices de James Roscoe n'ont été démasqués que des années plus tard, après une longue enquête de la GRC. En 2009, Sean Hennessy et Dennis Cheeseman ont été condamnés respectivement à 15 et 12 ans de prison pour complicité dans le meurtre des 4 agents. En mars 2011, la commission qui enquêtait sur la fusillade de Mayor Thorpe a conclu que les forces de l'ordre n'avaient rien à se reprocher dans la façon dont ils ont abordé James Roscoe. Cependant, plusieurs recommandations ont été émises. On a émis, entre autres, parmi les recommandations, qu'on coordonne mieux une opération comme celle-ci quand on a un suspect qui est connu, qui a un dossier criminel, qui a fait de la prison. On a dit la GRC devrait mieux coordonner, mieux encadrer, mieux informer les policiers qui doivent se rendre sur ce genre d'opération-là. Donc, sans avoir un blâme écrit à la GRC, on a recommandé à ce que la façon de faire des dirigeants soit changée. Et j'imagine que et les proches des victimes, mais et toute la population du Canada souhaitent qu'éventuellement la GRC applique ces recommandations-là pour éviter qu'une autre tragédie comme celle-là ne se reproduise finalement. Il est facile de critiquer la GRC, de la condamner, mais ce n'est pas mon intention. Les hommes et les femmes qui travaillent dans ces petites communautés, qui doivent affronter l'inconnu, dans les bois, dans des endroits perdus et dangereux, je n'ai que de l'admiration pour eux. Par contre, je pense qu'ils sont très mal dirigés par leurs supérieurs hiérarchiques et par les politiciens de ce pays. Jusqu'à ce jour, dans la tragédie de Mayor Thorpe, plusieurs questions demeurent sans réponse. Pourquoi, entre autres, les images captées par le robot qui a pénétré en premier dans le hangar n'ont-elles pas été rendues publiques? Pourquoi l'équipe d'urgence de la GRC a-t-elle pris la peine de sortir 3 corps du hangar pour tenter des manœuvres de réanimation si tous les rapports officiels affirment que les agents seraient morts sur le coup? N'eût été la lenteur de la GRC à entrer dans le hangar, aurait-on pu sauver les victimes de James Roscoe?